Après une recherche désespérée de 10 mois, lorsque Rachel retrouva enfin sa fille Riley des griffes d'un ravisseur, elle pensa que leur cauchemar était terminé. Avec l'enlèvement derrière elle et l'agresseur derrière les barreaux, la mère et la fille pouvaient enfin commencer à faire le deuil de l'absence de la sœur jumelle de Riley et reconstruire peu à peu leur vie brisée. Mais ni Rachel ni les autorités ne soupçonnaient l'ampleur du réseau criminel opérant dans cette petite ville côtière de Caroline du Nord. Un vaste réseau d'exploitation infantile, bien plus étendu que quiconque ne l'imaginait. Bientôt, la mère et la fille allaient être replongées dans le même cauchemar qu'elles tentaient désespérément de fuir. Le réseau criminel, qui avait déjà pris l'une des jumelles de Rachel, ciblait désormais de nouveau sa fille survivante. Avant de plonger dans la deuxième partie de cette histoire bouleversante, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce jour tragique au terminal du ferry, où Rachel Marin avait miraculeusement retrouvé sa fille après presque 1 an de recherche désespérée. 2 mois d'interrogatoire par la police, d'évaluation psychologique et de procédures judiciaires. 2 mois de cauchemars, de séances de thérapie et de conversations murmurées derrière des portes closes pendant que sa fille dormait difficilement dans la pièce d'à côté. La petite maison qu'elles occupaient désormais n'avait rien d'un foyer. Située à la lisière d'une paisible ville de Caroline du Nord, la modeste demeure de 2 chambres était entourée d'arbres projetant de longues ombres sur la cour. Des caméras de sécurité surveillaient chaque approche, leurs voyants rouges clignotant sans relâche dans la nuit. Des agents fédéraux se relayaient devant la maison, rappel constant que le danger n'était pas complètement écarté. À l'intérieur, les murs étaient tenus, à l'exception des dessins réalisés chaque jour. Des dizaines de feuilles scotchées de façon désordonnée dans sa chambre et jusque dans le couloir. Pas de paysage ni de visage, comme on pourrait s'y attendre d'une fillette de 9 ans, mais des fragments. Un poteau de clôture isolé sur une feuille blanche. Une ampoule suspendue dans le vide. Une camionnette verte à moitié dissimulée derrière des arbres. Une chaussure abandonnée dans la terre. Rachel les conservait précieusement, les manipulant comme s'ils allaient se désintégrer au moindre contact. Elle les reconnaissait pour ce qu'ils étaient, des bribes de souvenirs trop douloureux pour être exprimés par des mots. Depuis son sauvetage, Riley n'avait prononcé que quelques mots, uniquement pendant l'audience préliminaire contre Douglas Carnes et sa femme, Cathy Evans. En dehors de cela, elle était restée complètement muette. Pas un mot lorsque le procureur lui avait doucement demandé son prénom. Pas un regard quand le juge lui avait adressé un signe d'encouragement. Même pas une larme lorsque Rachel s'était assise à quelques mètres d'elle, tentant de ne pas pleurer en voyant sa fille fixer la table d'un air vide. La fillette qui avait disparu dans l'océan et était revenue semblait désormais perdue d'une toute autre manière. Jusqu'à présent, les procédures judiciaires s'étaient poursuivies sans son témoignage. L'accusation avait bâti son dossier sur des preuves matérielles, des photos retrouvées dans les fichiers numériques de Carnes, des magazines dans le coffre de sa voiture, des analyses médico-légales de la valise contenant les restes de milliers, ainsi que des témoignages, dont celui de Curtis Bannister, le pêcheur qui avait trouvé la valise, et des agents du ferry ayant aidé au sauvetage de Riley. Rachel avait témoigné plusieurs fois, racontant la disparition de ses filles à bord du navire de croisière, les 10 mois de recherche et la découverte des restes de milliers. À chaque fois qu'elle parlait, Douglas Carnes restait impassible à la table de la défense, esquissant parfois un sourire narquois, d'autres fois un visage fermé, mais jamais un soupçon de remords. Ce matin-là, le calme de leur maison sécurisée fut interrompu par un coup frappé à la porte. Rachel vérifia le moniteur de sécurité avant d'ouvrir. Sur le pas de la porte se tenait le détective Mace Alvarez et une femme que Rachel reconnut aussitôt, Elena Cruz, la spécialiste des traumatismes infantiles assignée à l'affaire. « Bonjour Rachel, dit Alvarez, d'un ton grave, empreint de celui qui a trop vu d'horreur. « Pouvons-nous entrer ?» Rachel acquiesça et les laissa passer.
Elle s'était habituée à ces visites au fil des mois. Forces de l'ordre et personnel de soutien venaient donner des nouvelles de l'enquête et observer les progrès. Elena tenait un portfolio en cuir contre sa poitrine. Ses cheveux bruns tirés en chignon serré, ses yeux doux balayaient la pièce avant de se poser sur Rachel. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Comme d'habitude » répondit Rachel en les conduisant au salon, où la lumière du matin filtrait à travers les stores à demi-clos. Elle dessine depuis l'aube. Assise près de la fenêtre, la fillette semblait absorbée par son carnet de croquis. Elle ne leva pas les yeux à leur entrée, continuant de dessiner avec une concentration farouche, ses cheveux noirs retombant pour cacher son visage. « Rayleigh, le détective Alvarez et mademoiselle Cruz sont là, » dit doucement Rachel. La main de la fillette s'arrêta un instant, mais elle ne se retourna pas. Elena s'assit à proximité, gardant une distance respectueuse. « C'est un très beau dessin. Puis-je voir ce que tu fais ?» Rachel jeta un coup d'œil à Alvarez, qui restait debout, visiblement tendu. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » demanda-t-elle, même si elle pensait deviner la réponse. Elena posa son portfolio sur la table basse et en sortit un dossier. « Le procès commence aujourd'hui, » dit-elle. « Le procès fédéral pour trafic d'enfants. Si elle est prête, ce sera l'occasion pour elle de témoigner. » Le ventre de Rachel se serra. « Nous n'en avons pas reparlé depuis la dernière audience, » dit-elle en regardant sa fille. « Elle est encore très affectée par tout ça. » Alvarez s'éclaircit la gorge. « Je comprends vos inquiétudes, Rachel, mais ce procès n'a rien à voir avec les audiences préliminaires. Il y aura un jury très médiatisé, des procureurs fédéraux. C'est ce procès qui déterminera non seulement si Carnes et sa femme sont reconnus coupables, ce que nous savons déjà, mais aussi leur peine. » Rachel hocha la tête, consciente de ce qui était en jeu. Les accusations contre Douglas Carnes étaient nombreuses. Meurtre au premier degré pour la mort de Millie, en Caroline du Nord, cela signifiait la peine de mort ou la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Enlèvement d'un mineur, un crime de classe C, passible d'au moins 19 ans par chef d'accusation. Possession et production de pornographie infantile, 20 ans par chef. Séquestration illégale, mise en danger d'enfants et dissimulation de cadavres, ajoutant encore 10 ans. S'il était condamné cumulativement, Carnes risquait la perpétuité sans libération, plus de 100 ans supplémentaires, voire la peine capitale si le procureur général la poursuivait et que le jury l'acceptait. Son témoignage ferait-il vraiment une différence ? demanda-t-elle sans lever les yeux. Vous semblez avoir assez de preuves. Oui, répondit Alvarez, s'appuyant contre le comptoir. Honnêtement, Rachel, nous avons déjà de quoi enfermer Carnes à vie. Le procureur estime que la peine de mort est justifiée et les preuves l'appuient, mais les jurys peuvent être imprévisibles. Son témoignage dissiperait tous les doutes. Peut-être que c'est mieux s'il prend perpétuité, dit Rachel à voix basse. La mort serait trop rapide pour lui. Je veux qu'il souffre, qu'il sache ce que ça fait d'être enfermé, privé de liberté, exactement comme mes filles l'ont vécu. Mais elle ne le fit pas. Elle se retourna. L'homme avait disparu. Elle retourna auprès de sa fille. « S'il te plaît, ne pars pas, maman », sanglota Rayleigh en s'agrippant à la blouse de Rachel. « Ne me laisse pas. » Rachel s'excusa à plusieurs reprises, la serrant contre elle. Quand sa fille se calma enfin, elle lui demanda si elle savait qui était cet homme. Rayleigh secoua la tête, puis dit « Je veux rentrer à la maison. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. Elena Cruz, qui se tenait non loin, s'avança doucement. « Bien sûr, tu as été très courageuse aujourd'hui et tu nous as beaucoup aidés. Je ferai savoir au juge que ton témoignage est terminé. » Des agents de police les escortèrent par une sortie privée afin d'éviter la presse et les conduisirent jusqu'à une voiture qui les ramènerait à la maison sécurisée. Tandis qu'elle s'éloignait du tribunal, Rachel tenait sa fille tout contre elle, partagée entre le soulagement que le témoignage soit terminé et l'inquiétude que suscitait l'homme qu'elle avait vu observer sa fille. Il y avait quelque chose dans son regard fixe
qui avait réveillé tous les signaux d'alarme de son instinct maternel. Le même instinct qui, des mois plus tôt, lui avait soufflé que sa fille se trouvait à l'arrière de la voiture de Douglas Carnes, au terminal du ferry. Elles arrivèrent à la maison sécurisée. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la cour avant. Alors que l'escorte policière repartait, Rachel guida sa fille à l'intérieur, verrouilla la porte derrière elle et activa le système de sécurité. « Et si je nous préparais un chocolat chaud ?» proposa Rachel en essayant d'alléger l'ambiance. « Tu as été formidable aujourd'hui, ma chérie. » Rayleigh s'assit à la petite table, son carnet à dessin ouvert devant elle. Mais pour une fois, elle ne dessinait pas. Elle regardait dehors, les arbres qui entouraient leur refuge, l'air pensif. « Maman, » dit-elle d'un ton hésitant. « Tu crois qu'on pourrait sortir un peu aujourd'hui ? » « Pas au tribunal, juste ailleurs. » « Où ça, ma chérie ? » « J'ai vu un terrain de camping sur le chemin du retour hier. Ça avait l'air paisible. Peut-être qu'on pourrait faire un pique-nique. » Rachel, dans la cuisine, fut surprise. Rayleigh n'avait montré aucun intérêt à sortir depuis leur arrivée à la maison sécurisée. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Rachel, hésitante. « Cet homme qu'on a vu au tribunal m'inquiète. Je préférerais qu'on reste ici, en sécurité. » Les épaules de Rayleigh s'affaissèrent légèrement. « D'accord. » Rachel ressentit une pointe de culpabilité. Elle alla dans la cuisine et commença à leur préparer un déjeuner rapide. Des sandwichs au fromage grillé, son plat préféré depuis l'enfance, bien que ce plat évoque désormais des souvenirs plus sombres après son témoignage du jour. Alors que les sandwichs grésillaient dans la poêle, Rachel consulta son téléphone et lut un message d'Elena. « Merci encore pour ton courage à témoigner. » Son témoignage a permis au jury et à la communauté de mieux saisir la gravité de cette affaire. Cela appuie notre demande de condamnation à perpétuité pour Douglas. Un autre procès aura lieu demain. Ta présence serait précieuse. Rachel fixa le message, puis regarda sa fille qui avait récupéré une boîte de crayons et un livre de coloriage dans le salon et se dirigeait vers sa chambre. Ce n'était pas une vie pour sa fille. Être trimballée entre un refuge et des tribunaux, revivant son traumatisme encore et encore. Elle envoya un message à Elena. « Je vais y réfléchir et lui en parler. Merci pour ton soutien aujourd'hui. » Après avoir envoyé le message, elle se rendit à l'entrée de la chambre de sa fille. Rayleigh était assise en tailleur sur le sol, coloriant minutieusement une scène forestière. « Hé !» dit Rachel doucement. « Que dirais-tu d'aller déjeuner sur ce terrain de camping, comme tu l'as proposé ? Tu as raison, on ne peut pas rester enfermés ici pour toujours. Peu de gens nous connaissent dans le coin, et ça nous ferait du bien de sortir un peu. » Rayleigh leva les yeux, surprise et ravie. « Vraiment, on peut y aller ? C'est vrai ?» Rachel confirma avec un sourire. « Mais soyons prudentes. Mets ton chapeau, ce long gilet et un pantalon. On doit rester discrète. Je vais aussi prévenir le détective Alvarez. » Rayleigh acquiesça vivement et se leva aussitôt. Rachel retourna à la cuisine, termina la préparation du déjeuner et rangea tout dans une petite glacière avec des boissons et des fruits. Elle ajouta une couverture et du gel hydroalcoolique, puis prit son sac à main et les clés de la voiture. Elle vérifia une dernière fois son téléphone et lut un message de confirmation du détective. « Restez discrète et assure-toi que ton téléphone est bien chargé. Je demanderai à un agent de passer toutes les heures. » Tout étant prêt, elles sortirent de la maison et montèrent dans la voiture prêtée par la police. Le terrain de camping n'était pas loin. En moins de 21 minutes, elles arrivèrent dans une clairière paisible, entourée de grands pins, avec des tables de pique-nique en bois dispersées un peu partout. C'était un après-midi en semaine, et l'endroit était presque désert. Rachel choisit une table à l'extrémité de la clairière, loin des rares autres visiteurs. Elle installa leur déjeuner pendant que Rayleigh observait un couple de cardinaux, sautillant entre les branches. Dans ce calme apaisant, elles profitèrent de l'air libre. Elles étaient restées enfermées pendant des semaines, et avec tout ce qui se passait,
Leur journée avait été si sombre. Cette courte escapade, dans un climat frais et agréable, fut un soulagement. « Est-ce que tu serais prête à retourner au tribunal demain ?» demanda Rachel au bout d'un moment, en l'observant attentivement. Riley prit une petite bouchée de son sandwich, réfléchissant à la question. « Je crois que je peux, » dit-elle enfin. Puis, après une pause, « Maman, quand est-ce que tout ça va se terminer? Est-ce que c'est ça ma vie maintenant ?» Rachel tendit la main et prit celle de sa fille. « Le pire est derrière nous, et les choses vont s'améliorer. Mais ça prend du temps. Il y a encore plusieurs mois de procès comme celui-ci, mais c'est important de s'assurer que les méchants ne pourront plus nous faire de mal. » Riley détourna le regard, l'air absent. « Alors pourquoi est-ce que je me sens toujours en danger, maman? Tu sais, Douglas et sa femme n'étaient pas les seuls. Il y a encore ceux qui ont pris mes photos. » Le visage de Rachel se fit grave. Elle savait. Le détective Alvarez et la police continuaient à enquêter parce que, même si le studio et certains membres de l'équipe, les photographes notamment, avaient été arrêtés à Cedar Island, tout le monde savait que le cœur de l'opération restait encore hors de portée. « Ils attraperont ces hommes », assura Rachel pour la rassurer. « Ces gens doivent être terrés quelque part maintenant. La police à leur trousse. » Elles terminèrent leur déjeuner en silence, dans une atmosphère plus apaisée. Puis Riley déclara qu'elle voulait aller chercher une boisson fraîche dans la glacière, restée dans la voiture. Rachel se leva aussitôt. « Je viens avec toi, » dit-elle. Depuis leur réunion, Rachel ne laissait plus jamais sa fille hors de sa vue. Elles marchèrent jusqu'au parking, où leur voiture était garée, seule, sous un groupe de pins. En approchant, Rachel remarqua quelque chose coincé sous l'essuie-glace. Un objet mince et rectangulaire qui n'était pas là à leur arrivée. « Reste ici, » dit-elle à Riley, sur ses gardes. Rachel s'approche prudemment de la voiture, scrutant les alentours pour déceler tout signe de mouvement. Le parking et les emplacements de camping voisins restaient bonstiques calmes. Elle atteignit la voiture et retira avec précaution ce qui semblait être un magazine roulé. Lorsqu'elle le déroula, son cœur manqua un battement. La couverture montrait une photo de Riley, pas récente, mais clairement prise durant sa captivité. L'enfant sur l'image était posé de manière provocante, son visage reconnaissable, malgré un maquillage, la faisant paraître plus âgée. Le titre du magazine était dans une langue que Rachel ne reconnaissait pas, mais le message était « On ne peut plus clair ». Rachel roula rapidement le magazine et l'enfouit dans son sac, l'estomac noué. Elle se retourna vers sa fille, restée à quelques mètres de là, l'air inquiet. « Maman, qu'est-ce que c'était? Qui a mis ça sur la voiture ?» demanda Riley. « Rien, ma chérie. Probablement une publicité. Allons prendre ta boisson et rentrons. On a eu assez d'air frais pour aujourd'hui. » Mais lorsqu'elle ouvrit la portière, un frisson la traversa. Quelqu'un les avait retrouvées. Quelqu'un qui savait qui elles étaient et avait accès à ce genre de contenu. Et voulait qu'elles sachent qu'elles étaient surveillées. Riley s'approcha, apeurée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Rachel n'eut pas le temps de répondre. Un van vert entra sur le parking, ralentissant avant de s'arrêter à une 50aine de mètres. Les souvenirs du véhicule de Douglas Kern revinrent brutalement. Elle serra sa fille contre elle en voyant deux hommes sortir du van, casquette vissée sur la tête, vêtements sombres. Ils avançaient droit sur elle. « Riley, vite !» murmura-t-elle en cherchant ses clés. Mais ils arrivèrent trop vite. L'un d'eux attrapa Riley violemment. Elle cria « Non !» hurla Rachel en agrippant la main de sa fille. « À l'aide ! Quelqu'un !» Le deuxième homme cria au conducteur « Partez, partez !» Le van démarra pendant qu'ils tentaient de tirer Riley à l'intérieur. Rachel courut à leur côté, refusant de lâcher prise. « Emmenez la mère aussi, » dit l'un. « Le patron saura quoi en faire. »« Non. Recule et écrase-la. »« Finis-la maintenant, » répondit l'autre. Le véhicule recula brusquement. Rachel ne lâcha pas sa fille, pas encore. Puis l'impact la projeta au sol.
Sa main glissa. Son corps heurta violemment l'asphalte. À travers sa vision brouillée, elle vit l'un des hommes pointer une arme. Elle roula sur le côté, juste avant que la balle n'éclate le bitume à quelques centimètres de sa tête. La porte claqua. Riley était à l'intérieur, visage collé à la vitre, hurlant sans son. Le van s'éloigna. Rachel se redressa, ensanglantée, les côtes en feu. Poussée par l'adrénaline, elle monta en tremblant dans leur voiture, démarra en trombe et attrapa son téléphone. « Ils l'ont prise !» hurla-t-elle à l'agent Alvarez. « Un van vert, ils ont pris ma fille !»« Où êtes-vous » ?»« Aire de camping près du lac Maurice. Je les poursuis, direction est, vers la route principale. »« Rachel, ne les affrontez pas. Ils sont armés. Attendez les renforts. »« Je ne les laisserai pas l'emmener. Pas encore !» cria-t-elle, partageant sa position en direct. « Suivez-moi !» La poursuite dura des kilomètres, à travers une campagne de plus en plus isolée. La connexion de son téléphone faiblissait. Finalement, le van tourna sur un chemin de terre menant à un vieux quai en bois. Une berline noire y était déjà garée, et un petit bateau à moteur attaché au quai. Les ravisseurs faisaient bon monter Riley à bord. Rachel s'arrêta à une centaine de mètres, cachée par les hautes herbes. Pas le temps d'attendre la police. Si le bateau partait, elle pourrait ne jamais revoir sa fille. Elle s'approcha discrètement, mais l'un des hommes la repéra. « Là-bas !» cria-t-il. Elle courut vers le quai, hurlant. « Riley !» Deux hommes l'attrapèrent avant qu'elle n'atteigne l'eau. Ils la plaquèrent au sol, lui lièrent les poignets avec des serre-câbles. Riley, attachée à l'arrière du bateau, pleurait en tendant les bras vers sa mère. « Maman !» Le chef du groupe, un homme au visage marqué, siffla. « Fouillez-la. Débarrassez-vous de son téléphone et de la voiture. » Ils lui prirent son portable, le détruisirent et lancèrent les morceaux à l'eau. Un autre partit avec ses clés. « Si tu veux suivre ta fille jusque dans la tombe, alors sois. » Il poussa Rachel dans le bateau. Le moteur vrombit et ils s'éloignèrent dans le réseau de canaux côtiers. Rachel se rapprocha de sa fille jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Les poignets liés derrière le dos, Rachel se pencha contre sa fille et murmura, aussi doucement que possible. « Je suis là, je ne te laisserai pas. » Les yeux remplis de larmes de Riley croisèrent les siens. « Ils vont nous tuer, comme ils ont tué Millie. » Rachel secoua la tête malgré la douleur. « Le détective Alvarez sait où nous étions. Il nous retrouvera. » Mais tandis que le bateau s'éloignait du continent, l'espoir s'amenuisait. Pendant près d'une heure, ils naviguèrent à travers les marais et les canaux, avant que la mer ouverte n'apparaisse. Rachel et sa fille, bâillonnées, restaient sous la surveillance constante de deux hommes armés, tandis qu'un troisième pilotait. Ils avaient mis du ruban adhésif sur la bouche de Riley, après qu'elle ait tenté de crier en croisant un autre bateau. Rachel subissait le même sort, la bande tirant douloureusement sur les plaies de son visage. Les hommes parlaient entre eux à voix basse. « Le patron va râler qu'on ait ramené la mère. » On n'avait pas le choix. Elle nous a vus, elle nous a suivis. Elle a failli se faire tuer. Autant le laisser décider. Il pourra peut-être l'utiliser aussi, ricana le troisième. Il y a toujours un marché pour les duos mère-fille. Rachel sentit la nausée monter. Ce n'était même pas seulement des ravisseurs. C'était le même réseau de trafic qui lui avait arraché ses filles, presque un an plus tôt. Tremblante, Riley se blottit contre elle. Rachel aurait voulu la protéger, la serrer fort, mais ses liens l'en empêchaient. Finalement, une île apparut à l'horizon. Plus grande que les bancs de sable précédents, elle comportait plusieurs bâtiments en retrait, parmi les arbres. « Maison douce maison », annonça le pilote en ralentissant. Rachel tenta de graver chaque détail dans sa mémoire, espérant un jour pouvoir guider les secours. Une fois amarrés, on les força à descendre. Rachel chancela, engourdie. Les hommes ricanaient. Riley, elle, semblait hélas habituée. « Avancez !» ordonna l'homme au visage marqué.
Ils furent conduits jusqu'à un bâtiment ressemblant à un entrepôt. En entrant, Rachel entendit le bruit des machines. Des ouvriers en combinaison grise s'affairaient autour de presses industrielles. Des piles de magazines en sortaient. Avec horreur, elle reconnut les couvertures, des enfants posant de manière dérangeante. Et sur l'une d'elles, la photo de sa propre fille. La même image retrouvée sur leur voiture au camping. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres bâillonnées. Ils furent ensuite conduits dans une pièce nue, 2 chaises au centre. On leur coupa les liens des poignets, pour aussitôt les attacher aux chaises avec des cordes. Rachel grimaça alors que le sang revenait dans ses mains. On lui arracha le ruban de la bouche sans ménagement. « Pourquoi faites-vous ça ?» lança-t-elle. « La police nous cherche. Ils vont vous retrouver. » Les hommes l'ignorèrent. « Le patron va arriver. Il voudra leur parler avant qu'on en finisse. » Ils sortirent, verrouillant la porte. Rachel se mit immédiatement à tirer sur les cordes. « Rayleigh, tu vas bien ?» La petite secoua la tête pour dire oui. Sa bouche restait couverte. Rachel aurait voulu lui enlever, mais une partie d'elle était soulagée. Elle n'aurait pas à entendre la peur dans sa voix. « On va s'en sortir », assura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même. « Alvarez nous cherche. Il nous trouvera. » Rayleigh savait. Elle comprenait bien trop pour son âge. Le silence dura, étirant le temps. Puis, la porte s'ouvrit. Un homme élégant entra, costume coûteux, cheveux poivre et sel, bronzage de yacht privé. Ses chaussures claquaient doucement sur le béton. 2 ravisseurs le suivaient. Il observa Rachel un long moment, puis s'approcha de Rayleigh avec une étrange douceur. Il lui retira le ruban. « Bonjour à nouveau, » dit-il calmement. « J'aurais préféré qu'on ne se revoie pas dans ces circonstances. »« Qui êtes-vous ? Que voulez-vous à ma fille ?» lança Rachel. L'homme se tourna vers elle. « Je m'appelle Léo Barbos. Pour être franc, Madame Marin, je n'ai rien de personnel contre vous. C'est du business. »« Du business ?» répéta-t-elle avec dégoût. « Kidnapper des enfants, c'est ça votre affaire ?» Barbos soupira, comme s'il devait expliquer l'évidence. « Le business, c'est de fournir ce que certains paient cher pour obtenir. Malheureusement, votre fille est devenue une marchandise quand Douglas Carnes nous l'a livrée, il y a presque 1 an, dit Barbos calmement. Rachel comprit. « C'est vous qui employez Douglas et sa femme. Vous dirigez tout ça. » Barbos esquissa un sourire glacial. « Je préfère me voir comme un éditeur. Douglas n'était qu'un fournisseur. Un mauvais d'ailleurs. Sa négligence m'a coûté cher. » Il se tourna vers Rayleigh. « Tu étais une enfant douce et silencieuse. Tu aurais dû le rester. » La petite le fixa, le regard rempli de peur, mais aussi de défi. « Mon associé était au tribunal hier. Il m'a rapporté que tu parlais. Pas seulement de Douglas, mais de notre entreprise. C'est un problème. »« La police vous surveille, » dit Rachel. « Ils finiront par vous retrouver. »« Peut-être, » admit-il. « Mais ta fille précipite les choses. Tant qu'elle parle, je suis en danger. Et un bon homme d'affaires sait quand une marchandise devient un risque. » Le ton froid avec lequel il évoquait l'élimination d'un enfant glaça Rachel. « Vous ne vous en sortirez pas. D'ici à ce qu'il nous trouve, il ne restera plus rien, » répondit-il. « On a l'habitude. On déménage, on se réinstalle. Le business continue. » Il consulta sa montre, puis fit un signe aux gardes. « Emmenez-les au studio. La fille d'abord. La mère pourra regarder depuis la salle d'observation. »« Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Rachel, la voix tremblante. « Optimiser une mauvaise situation, » répondit-il. « La dernière séance photo de votre fille sera spéciale. Il y a un public pour ça. »« Vous êtes un monstre !» hurla Rachel. Sans répondre, Barbos quitta la pièce. Les hommes détachèrent Rayleigh, gardant ses poignets ligotés, et la traînèrent vers la sortie. « Maman !» hurla Rayleigh. « Ne me laisse pas !» Rachel cria son nom, mais la porte se referma, la laissant seule avec l'horreur de ce qu'il s'apprêtait à faire à son enfant. Peu après,
2 hommes revinrent. Ils la libérèrent de sa chaise, mais laissèrent tous ses poignets attachés. Ils la menèrent dans un autre couloir, plus profond dans le bâtiment. Tous les couloirs se ressemblaient, et Rachel tenta désespérément de mémoriser le chemin. Ils s'arrêtèrent enfin devant une porte. L'un l'ouvrit et la poussa à l'intérieur. La pièce était vide, à l'exception d'une chaise métallique faisant face à un écran fixé au mur. Au plafond, une corde pendait, déjà nouée en un nœud coulant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Rachel, la voix brisée. « Pour l'instant, tu regardes. Après, tu pourras utiliser cette corde. Ou on le fera pour toi, dit l'un des hommes. C'est comme ça que ça finit. Vous voulez que je regarde ce que vous allez lui faire et que je me pende ensuite ? Le patron pense que c'est plus humain, répondit l'autre. Mais peu importe pour nous. Il montra un bouton rouge près de la porte. C'est un bouton d'alarme, si tu veux de la compagnie. Sinon, on ne viendra pas avant la fin de la séance. Ils la laissèrent là, les poignets toujours attachés. Rachel tenta la poignée, verrouillée. Rien dans la pièce n'offrait une chance de se libérer ou se défendre. Elle s'assit, le cœur battant. Où était Alvarez ? Avait-il trouvé le campement ? Sa trace ? Le temps pressait. L'écran s'alluma. Une salle faiblement éclairée apparut. Sinistre imitation d'une cellule, avec des chaînes au mur. 2 hommes y traînaient Riley. Elle semblait terrifiée, ses yeux cherchant désespérément une issue. Barboss entra, portant des gants. Il sortit une seringue. « Non », souffla Rachel. Elle regarda, impuissante, alors qu'il injectait le produit dans le bras de sa fille. Riley faiblit aussitôt, consciente mais incapable de se défendre. « Juste assez pour qu'elle reste docile », dit Barboss à l'écran. « On veut des réactions authentiques. » Des hommes installèrent un équipement photo professionnel. Un autre commença à l'habiller, dans des tenues que Rachel ne pouvait même pas supporter de voir. Barboss dirigeait calmement la scène, comme s'il répétait une routine bien rodée. Rachel ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne pouvait rien faire. Sa fille était juste là, à quelques pièces de distance. Et elle, impuissante, n'avait qu'un écran pour témoin. Son regard dériva vers la corde. Et elle sut qu'elle n'avait plus le luxe du désespoir. Elle devait trouver une sortie, coûte que coûte. À cet instant, elle comprit pourquoi certains choisissaient de mourir plutôt que d'endurer une telle impuissance. « S'il la tue, je me servirai de cette corde, » murmura-t-elle. « Je n'aurai plus rien pour quoi vivre. » Les heures passèrent, rythmées par les changements de scène sur l'écran. Barboss et ses hommes prenaient des photos dans différentes positions, différents costumes. La drogue gardait sa fille docile, mais consciente. Rachel savait que c'était voulu, capter la peur à l'état brut. Épuisée, elle s'endormit par moments, se réveillant chaque fois qu'elle entendait la voix de Barboss. Lors d'un de ses réveils, elle remarqua une grille d'aération près du sol, à moitié dissimulée. Elle tenta de la dévisser avec ses ongles, en vain. Le métal lui entaillait la peau. Elle scruta la pièce. Une lampe fluorescente au plafond semblait mal fixée. Elle traîna la chaise en dessous, monta dessus, bras toujours attachés, et réussit à soulever légèrement un coin du panneau. Mais sans ses mains, elle ne pouvait rien faire de plus. Dépitée, elle s'assit de nouveau. Le bouton d'alarme près de la porte l'attira. Si elle le pressait, les gardes reviendraient. Mais ensuite, elle n'avait ni arme, ni plan. La nuit tomba, enveloppant la pièce d'ombres oppressantes. Rachel glissa au sol, le dos contre le mur, les larmes coulant librement. « Je suis désolé, ma chérie. J'ai échoué. » Un bruit à la porte la fit sursauter. La serrure tourna lentement. Elle se prépara à voir revenir ses ravisseurs. Mais ce fut un autre homme, plus jeune, au regard nerveux, qui entra. « Chut !» souffla-t-il en refermant doucement. « Je suis là pour vous aider, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle à peine audible. « Je m'appelle Mauvie. Je travaille ici,
Mais je ne peux plus continuer. Je ne peux pas les laisser tuer encore un enfant. Rachel le reconnut. Mauvie, vous étiez sur le bateau avec nous. Douglas Carn a dit que son partenaire s'était désisté. C'était vous, n'est-ce pas? Il hocha la tête, honteux. Je devais aider Douglas à prendre vos 2 filles. Mais quand j'ai vu qu'elles étaient jumelles, je n'ai pas pu. Je lui ai dit d'arrêter. Il a refusé. Il a tué l'une d'elles parce que j'ai refusé de continuer. Rachel sentit une haine profonde, mêlée à un espoir désespéré. Cet homme avait participé à leur cauchemar, mais maintenant, il tendait la main. Pourquoi nous aider maintenant? Parce que je suis lâche. Après la croisière, j'ai tenté de fuir, mais les hommes de Léo m'ont retrouvé. Depuis, je vis avec ça sur la conscience. Et quand je vous ai vu aujourd'hui, j'ai compris que le pire allait se reproduire. Ils vont la tuer, sanglota Rachel. Ils l'ont droguée, prennent des photos, et ensuite... Je sais, cette pièce qu'on voit à l'écran. Ils ne l'utilisent que pour les enfants qu'ils comptent éliminer. Il y a même un incinérateur ici. Aidez-moi à la sauver. Il secoua la tête. Pas seul. Il y a trop d'hommes armés. Mais j'ai un plan. Il sortit un petit téléphone de sa poche. Appelez la police. Dites-leur que vous êtes sur l'île de Portsmouth. Je vais vous mener jusqu'à mon camion au quai de chargement. Cachez-vous là-bas jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et ils arriveront à temps. Léo ne la tuera pas tout de suite. Il va prendre son temps. Ça nous donne une chance. Rachel voulait protester, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. À 2, sans armes, ils n'avaient aucune chance. D'accord, dit-elle à contre-cœur. Détachez-moi. Mauvie utilisa un couteau de poche pour couper les liens. Rachel gémit quand le sang revint dans ses mains. « Je dois y aller », dit-il en lui donnant le téléphone. « Si on me voit ici, je ne pourrai plus rien faire. Le quai est au fond du couloir. Tournez à droite en sortant. Et vous? Je vous rejoindrai au camion, mais on ne peut pas partir ensemble. Mon badge ouvre toutes les portes de ce secteur. Attendez que le couloir soit vide avant de bouger. » Rachel hocha la tête, serrant le téléphone contre elle. « Merci. » Mauvie répondit d'une voix sombre. « Ne me remerciez pas. Je fais partie de ceux qui ont détruit ta famille. Appelle la police. Peut-être qu'un jour, je pourrai vivre avec ça. » Mauvie quitta la pièce, laissant la porte déverrouillée. Rachel composa le 911, les doigts tremblants. Il lui fallut 2 tentatives pour entrer correctement les chiffres. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Rachel Marin, j'ai été enlevée avec ma fille. On est retenu sur l'île de Portsmouth, dans une sorte d'imprimerie. Ils vont nous tuer. Envoyez de l'aide tout de suite. Et dites à l'inspecteur Mace Alvarez, il nous cherche. La voix de la standardiste resta calme. Des unités sont en route, Madame Marin. Pouvez-vous décrire votre localisation exacte? C'est un entrepôt, près d'un quai. Ils impriment des magazines. Pas de sirène, je vous en supplie. Ils tueraient ma fille. Compris, restez en ligne. Je ne peux pas, je dois bouger. S'il vous plaît, faites vite. Elle raccrocha et glissa le téléphone dans sa poche. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit prudemment la porte. Le couloir était vide. Suivant les instructions de Mauvie, elle tourna à droite et avança lentement. L'endroit était silencieux, les machines arrêtées pour la nuit. Chaque bruit la faisait se plaquer contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Elle pensa à sa fille, droguée, apeurée, quelque part dans ce labyrinthe de pièces identiques. À mi-chemin de la sortie, elle entendit des pas venir à sa rencontre. Pas de cachette, aucune porte proche. Elle était à découvert. Ses yeux tombèrent sur un boîtier d'alarme incendie contenant une hache. Briser la vitre déclencherait une alarme. Un chaos utile peut-être, mais dangereux pour sa fille. Avant qu'elle ne décide, une porte s'ouvrit brusquement. Mauvie surgit et neutralisa l'homme qui approchait. « Vite !» murmura-t-il, traînant le corps inconscient dans un placard.
Rachel le suivit, haletante. « J'ai appelé la police. »« Parfait. Allons vite au quai de chargement avant qu'ils remarquent ton absence. » Ils avancèrent rapidement jusqu'à une lourde porte métallique marquée « Sortie de secours ». « Une alarme » chuchota Rachel. « Non, elle est désactivée durant les heures de travail. » La porte s'ouvrit sur une cour où plusieurs camions étaient garés. Movie l'emmena vers un vieux véhicule portant le logo d'un éditeur de magazine. « Monte à l'arrière et cache-toi derrière les caisses. Je vais à l'entrée pour accueillir la police. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas tant que ce ne sont pas les policiers qui ouvrent. » Rachel grimpa et se dissimula derrière les piles de cartons. L'idée que les photos de sa fille soient peut-être dans ses boîtes la révulsa, mais elle devait rester concentrée. « Et si on t'arrête ?» demanda-t-elle. « Alors, tu devras trouver un autre moyen. Mais je pense que ça passera. Les gardes me connaissent. » Il ferma les portes. L'obscurité l'enveloppa. Elle entendit le moteur démarrer. Chaque mouvement du camion lui sembla interminable. Soudain, il s'arrêta. Voix. Une injonction. « Police ! Sortez du véhicule, mains en l'air !» Le cœur de Rachel bondit. C'était la police. Peu après, les portes s'ouvrirent. Des torches, des armes braquées. « Rachel Marin !»« Oui !» cria-t-elle en se précipitant dehors. « Ma fille est encore dedans, ils vont la tuer !» Les agents l'escortèrent rapidement vers un véhicule. Un officier lui tendit un téléphone satellite. « C'est l'inspecteur Alvarez. » Rachel s'en empara. « Alvarez ?»« Rachel, Dieu merci. » Rachel était tendue. « Est-ce que vous êtes blessée ? » ?»« Moi, ça va. Mais ma fille est encore là-dedans, » dit-elle paniquée. « Ils la droguent, prennent des photos, puis ils vont la tuer. Vous devez agir maintenant. Une équipe tactique est en route, avec des renforts et des hélicoptères, la rassura l'inspecteur Alvarez. Vous êtes en sécurité maintenant. Et Movie ? Demanda Rachel, cherchant celui qui l'avait aidé à fuir. Le conducteur, il est en détention pour interrogatoire. Il dit avoir travaillé pour Barbos, mais affirme vous avoir aidé. C'est vrai, confirma Rachel. Il m'a donné son téléphone, m'a aidé à fuir. Il devait enlever mes filles, mais il a refusé au dernier moment. On s'occupera de ça plus tard. Notre priorité, c'est de sortir votre fille de là. Rachel vit les véhicules de police arriver en renfort. Les agents bouclaient le périmètre. Au loin, les rotors d'hélicoptères résonnaient. « Comment nous avez-vous trouvés si vite ? » On vous suivait depuis votre disparition. Quand votre voiture a été retrouvée près d'un vieux quai, on a concentré nos recherches là. Votre appel au 911 a confirmé l'emplacement. Installée à l'arrière d'une voiture de police, une couverture sur les épaules, Rachel se fit soigner les égratignures et contusions. Elle observait l'opération, le cœur serré. Au bout d'une heure, les employés commencèrent à sortir les mains en l'air. Rachel scrutait chaque visage, cherchant Barbos ou sa fille. Finalement, elle les vit, les hommes qui l'avaient kidnappé, menotté, escorté hors du bâtiment, dont l'homme du tribunal. Et au centre, en costume, tête baissée, Léo Barbos, entouré d'agents. Mais toujours pas de traces de sa fille. L'angoisse monta. Et si... Soudain, des ambulanciers surgirent avec un brancard. Le cœur de Rachel se figea. Puis, elle vit la silhouette frêle de sa fille. Elle bondit hors du véhicule, courant vers le quai malgré les injonctions. « Riley !» cria-t-elle, atteignant les ambulanciers au moment où ils chargeaient le brancard dans un bateau-ambulance. Riley était pâle, les yeux à demi ouverts, une perfusion dans le bras. À la voix de sa mère, elle tourna lentement la tête. « Maman !»« Je suis là, ma chérie, » dit Rachel, prenant sa main. « Elle a été fortement sédatée, » expliqua un ambulancier, « mais ses signes vitaux sont stables. On l'emmène à l'hôpital immédiatement. Je viens avec elle. » Rachel ne demandait pas, elle affirmait. L'ambulancier hocha la tête. « Bien sûr. » Un policier s'approcha.
Madame Marin, nous aurons besoin de votre déposition une fois sur le continent. » Rachel acquiesça, son attention entièrement tournée vers sa fille. « Et Movi ? Il est en cours de traitement. Vu son rôle, cela jouera en sa faveur. » À bord du bateau, Rachel tenait toujours la main de sa fille. L'île, désormais baignée de lumière policière, s'éloignait. « C'est fini », murmura-t-elle à Riley, même si elle doutait que sa fille l'entende. « On rentre à la maison. » Elle ne savait pas encore où serait ce chez elle, ni comment reconstruire. Mais à cet instant, pour la première fois depuis la croisière, elle sentait une lueur d'espoir. La traversée vers le continent dura un peu plus d'1 heure. Les ambulanciers stabilisèrent Riley, lui administrant des fluides et surveillant ses signes vitaux. Ils traitèrent aussi les blessures de Rachel, égratignures, brûlures de cordes, côtes meurtries. Rachel ne lâcha pas la main de sa fille. À chaque moment de lucidité, elle lui murmurait des paroles rassurantes. « On va à l'hôpital, ma chérie. Les médecins vont t'aider. » Riley articula faiblement. « Ils ont pris des photos, des mauvaises. »« Je sais, » répondit Rachel en caressant ses cheveux. « Mais ces hommes sont entre les mains de la police maintenant. Ils ne te feront plus jamais de mal. » En approchant du quai, Rachel aperçut les gyrophares d'ambulances, de voitures de police et de véhicules gouvernementaux. À l'accostage, des médecins transférèrent rapidement Riley sur un brancard. « On l'emmène à l'hôpital Cap Memorial », dit un secouriste. Rachel monta dans l'ambulance à ses côtés. Sirène hurlante, le véhicule fendit les rues nocturnes. À l'hôpital, Riley fut prise en charge par une équipe médicale. Rachel fut amenée dans une autre salle pour soigner ses blessures. « Vous avez une légère commotion et 3 côtes contusionnées », expliqua le médecin. « Mais rien de cassé. »« Heureusement, mais vous souffrirez pendant plusieurs jours. J'aimerais vous garder en observation cette nuit. »« Je dois être avec ma fille », insista Rachel, déjà en train de descendre de la table d'examen. Le médecin semblait sur le point de contester, mais hocha la tête en signe de compréhension. « Je vais prescrire des analgésiques et faire en sorte qu'une infirmière vienne vous voir régulièrement. Mais, s'il vous plaît, Madame Marin, ne vous poussez pas trop. Votre fille a besoin de vous en bonne santé. » Rachel le remercia, puis se dirigea vers l'unité d'urgence pédiatrique où sa fille était traitée. Une infirmière la guida vers une salle de soins où elle trouva sa fille connectée à divers moniteurs, une perfusion d'IV alimentant lentement un liquide clair dans son bras. Une médecin notait des informations sur un dossier à côté. « Maman », murmura-t-elle lorsqu'elle aperçut Rachel, sa voix plus forte que sur le bateau. Rachel s'approcha du lit, prenant doucement la main de sa fille. « Je suis là, ma chérie. Je ne pars pas. » La médecin leva les yeux et lui offrit un sourire compatissant. « Madame Marin, je suis le docteur Lydia Chen, spécialiste en urgence pédiatrique de service. Votre fille est stable, mais j'aimerais discuter de son état avec vous. » Rachel acquiesça sans lâcher la main de sa fille. « Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que les sédatifs administrés semblent être des médicaments de grade standard et non quelque chose de plus dangereux, » expliqua doucement le docteur Chen. « Nous les éliminons de son système avec des fluides 4 et elle devrait être totalement réveillée d'ici demain matin. »« Et les autres effets ?» demanda Rachel, sa voix devenant plus basse pour que sa fille ne puisse pas entendre clairement. « Le traumatisme physique ?» L'expression du docteur Chen devint plus sérieuse. « Nous avons effectué un examen complet. Il y a des marques de ligature sur ses poignets et chevilles, compatibles avec des contraintes, et quelques ecchymoses sur ses bras et jambes dues à un traitement brutal. Elle est considérablement en sous-poids et montre des signes de stress et de malnutrition à long terme. Mais ce sont des problèmes que nous traitions déjà après sa captivité précédente. » La médecin hésita, puis ajouta dans un murmure « Nous n'avons trouvé aucune preuve d'agression sexuelle, si c'est ce que vous voulez savoir. L'exploitation semble se limiter à la photographie. » Rachel ferma brièvement les yeux, un soulagement l'envahissant. Du moins, elle avait été épargnée de cette horreur particulière.
Nous aimerions la garder au moins 48 heures, continua le docteur Chen. Pas seulement pour sa récupération physique, mais aussi pour entamer une évaluation psychologique. Ce deuxième traumatisme, si proche de sa première libération, nécessitera des soins spécialisés. Tout ce dont elle a besoin, acquiesça Rachel. Dites-moi simplement comment je peux l'aider. Le docteur Chen lui donna une légère tape sur l'épaule. Être là est la chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment. Votre présence lui assure qu'elle est en sécurité. Lorsque la médecin partit vérifier d'autres patients, Rachel tira une chaise près du lit de sa fille et s'y installa pour la nuit. Derrière elle, un policier gardait la porte, une précaution qui apportait à Rachel à la fois du réconfort et de la tristesse. Même ici, à l'hôpital, entourée de gens, elle ne se sentait pas encore complètement en sécurité. Rachel s'endormit par intermittence, murmurant des mots que sa fille ne pouvait pas entendre clairement. Chaque fois qu'elle se réveillait, Rachel s'approchait, caressant ses cheveux et murmurant des mots réconfortants jusqu'à ce qu'elle se calme à nouveau. Vers minuit, une silhouette familière apparut à la porte. Le détective Alvarez, l'air épuisé mais déterminé. Il parle brièvement avec l'officier de garde avant de s'approcher de Rachel. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement en hochant la tête vers sa fille endormie. « Elle se rétablit » répondit Rachel. « Le médicament devrait disparaître d'ici demain matin. Physiquement, elle ira bien. » Alvarez hocha la tête et tira une deuxième chaise près de celle de Rachel. « Je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais je pensais que vous aimeriez avoir des nouvelles. » Rachel se redressa, pleinement attentive malgré la fatigue. « S'il vous plaît, nous avons sécurisé l'ensemble de l'établissement de l'île de Portsmouth, commença Alvarez. Léo Barbos et 12 autres sont en détention, y compris les hommes qui vous ont enlevés, et nous avons saisi tout l'équipement d'impression, les ordinateurs, les matériaux de distribution, ainsi que les dossiers financiers qui devraient nous aider à localiser d'autres membres du réseau. » « Et les enfants ?» demanda Rachel. « Vous avez mentionné qu'il y en avait d'autres. Nous avons trouvé 8 enfants retenus dans une maison près de l'usine, après un renseignement de Mauvie, confirma Alvarez d'un ton grave. Âgés de 7 à 12 ans. Certains avaient disparu il y a jusqu'à 2 ans. Ils reçoivent des soins médicaux et nous contactons leurs familles. » Rachel ferma brièvement les yeux, imaginant les retrouvailles qui auront bientôt lieu. D'autres parents connaissant le même soulagement accablant qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait retrouvé sa fille à la gare maritime il y a quelques mois. « Et Mauvie ?» demanda-t-elle. « L'homme qui m'a aidé à m'échapper. »« Il coopère pleinement, » dit Alvarez. « Il a fourni des noms, des dates, des lieux, des informations qui seront précieuses pour démanteler ce réseau. Il fera face à des charges, mais son aide et le fait qu'il vous ait sauvé seront prises en compte lors de la sentence. » Rachel acquiesça, partagée entre la reconnaissance et la rancune envers l'homme qui avait contribué à la destruction de sa famille, tout en ayant permis de sauver ce qu'il en restait. « Et Barbos ?» demanda-t-elle. « Que dit-il » L'expression d'Alvarez se durcit. « Pas grand-chose pour l'instant, mais avec les preuves que nous avons saisies et les témoignages de ceux qui sont prêts à parler, il risque plusieurs peines de prison à vie. Il ne verra plus jamais l'extérieur. » Rachel ressentit une satisfaction sombre en entendant cela. Cela ne ramènerait pas Millie, ni n'effacerait ce qu'elles avaient vécu. Mais au moins, l'homme qui avait orchestré tant de souffrances passerait le reste de sa vie en prison, tout comme il avait emprisonné ses victimes. Rachel regarda sa fille, endormie, une vague de fierté sauvage remplissant sa poitrine. Même après tout ce qu'elle avait traversé, le courage de sa fille avait fait la différence. Pas seulement pour elle-même, mais pour d'innombrables autres. « Quand pourrons-nous rentrer chez nous ?» demanda-t-elle, soudainement accablée par la fatigue. « Pas tout de suite, » admit Alvarez. « Il y aura encore des déclarations à faire, des identifications à effectuer, peut-être d'autres témoignages à fournir au fur et à mesure que nous construirons les dossiers contre tous les impliqués, mais nous rendrons cela aussi facile que possible pour vous deux. Vous avez toutes les deux vécu une épreuve inimaginable, dit Alvarez.
Il se leva, posant une main douce sur son épaule. « Vous devriez vous reposer. Des agents seront stationnés à l'extérieur, jour et nuit. » Après le départ d'Alvarez, Rachel s'installa plus confortablement dans sa chaise, gardant la main de sa fille dans la sienne. Malgré la douleur de ses blessures et le plastique dur de la chaise d'hôpital, elle s'endormit bientôt, le premier sommeil paisible qu'elle avait eu depuis des mois, rassurée par la certitude que ceux qui avaient détruit sa famille faisaient enfin face à la justice.